Je crois que pour vous comme pour moi, c'est un exercice très éclairant. Quand je dis pour vous, c'est pour la société, ça permet d'entrer dans le travail du gouvernement, puis ensuite dans celui du législateur pour voir très concrètement en quoi consiste l'écriture de la loi. Donc je pense qu'il y a déjà en soi un exercice d'accessibilité au processus démocratique qui est très important. Et peut-être que même si vous êtes des spécialistes, vous avez réalisé à quel point ça pouvait être ardu d'écrire la loi, parce qu'on poursuit un objectif politique, on veut mettre en œuvre une politique publique. Derrière, on doit traduire cet objectif en termes juridiques, et c'est ensuite, dans un troisième temps, qu'on se rend compte de la globalité des enjeux, des intérêts contradictoires, des effets de bord, et où on commence à douter, à recueillir les avis de chacune et chacun. Et là, on en est à cette phase-là, et avant la décision finale, qui est celle de l'arbitrage et de la rédaction juridique choisie. Et donc ça, c'est exactement ce que l'on vit lorsqu'on est au gouvernement et que vous avez pu découvrir et vivre vous-même. C'est vrai que sans doute le fait que j'ai souhaité mettre en œuvre un exercice de ce type, outre le nécessaire renouveau de la démocratie qui est aujourd'hui une exigence, tout simplement, ça vient sans doute du fait que j'ai été moi-même juriste, étudiante en droit, et d'abord fascinée initialement par l'absolue sacralité d'un texte de loi lorsque je le lisais dans les codes et dans les manuels de droit, et puis qui traduisent finalement très très mal toute la complexité de ce travail d'élaboration législative. On pense que le texte qui est écrit au final et qu'on étudie et que les avocats contestent ou défendent, que les juges analysent, que les chercheurs interprètent, et bien ce texte, en fait, il faudrait qu'on puisse le rendre dans toute sa complexité avant son écriture finale, et ce n'est jamais le cas. Et quand on sait, vu de l'intérieur, à quel point finalement tout cela reste du domaine du subjectif et que le choix, ça reste un choix de politique, eh bien on se rend compte à quel point le droit est une matière vivante, une matière mouvante, et qu'il doit parfois se mettre au service de la politique lorsque celle-ci poursuit l'intérêt général. Voilà mes réflexions de juriste, tout simplement. J'ai très envie de vous répondre au cas par tout ce que vous avez soulevé, mais vous êtes debout et je ne suis pas sûre que ça vous intéresse ou pas d'avoir mon... Parce que là, je peux même pas parler sous mon propre contrôle, parce que franchement, c'est pas arbitré, c'est pas... Mais première réaction, c'est incroyable à quel point en 2 heures, 3 heures, 2 heures et demie, incroyable, 1 heure et demie, à quel point vous avez cerné les enjeux. C'est-à-dire que vous êtes pile poil dans le dur, hein, pile poil dans les questions qu'on se pose et où mettre le curseur. Et voilà. Ça, c'est... Alors, il n'y a pas de doute. Après, je ne suis pas sûre que ça nous aide beaucoup, au sens où on partage les questions, mais il y a un moment où il faut trouver la bonne rédaction, et vous nous avez bien dit, il faudra retravailler la rédaction, donc nous rentrons avec des devoirs à la maison, mais il y a quand même beaucoup des choses qui ont été dites qui, moi, me confortent dans la piste que j'aurais envie de suivre. Open Data par défaut, la question des sanctions, naturellement, s'est posée. Elle ne figure pas dans le texte aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote qui peut-être peut vous faire comprendre pourquoi on a fait le choix de ne pas les mettre, en dépit de l'ambition très forte de politique d'open data qui est dans ce texte. Avant-hier, des membres de mon cabinet sont allés devant des représentants des élus locaux de l'Association des maires de France. Ce sont des gens qui viennent souvent de communes rurales, qui ont des petites équipes pour les aider à gérer leur commune. Et on leur a présenté le projet de loi et on leur a demandé de partager avec nous leur avis. Ils ont parlé de plein de choses sur lesquelles ils se sentaient directement concernés. Open data, rien.
Donc on était très étonnés parce que finalement ça doit être la mesure qui concerne le plus les acteurs publics et notamment les collectivités locales. Et en fait, quand on a posé la question, on s'est rendu compte que sur les 30 présents, il n'y en avait pas un seul qui savait ce que c'était l'open data. Donc ça, c'est la réalité du terrain dans les territoires en France. Donc moi, je veux bien mettre des sanctions financières à l'encontre des collectivités locales ou des administrations centrales. C'est pas la même chose déjà, qui ne respectent pas ces nouvelles obligations légales, mais est-ce que c'est l'objectif poursuivi? Non. On place la barre très haut, et dans ces cas-là, le risque, c'est que la barre, elle ne soit jamais atteinte, voire qu'elle soit oubliée et que tout le monde passe en dessous pendant les 15 prochaines années. Je pense qu'il faut absolument accompagner les administrations et les collectivités locales dans cette découverte de la stratégie de la data, de la donnée publique, pour qu'elle se l'approprient, qu'elle soit consciente des enjeux et qu'à terme, elle s'outille et s'arme pour avoir une stratégie. Du coup, dans ce contexte, je ne suis pas sûre qu'en tout cas à ce stade, et pourquoi pas plus tard, il faille introduire des sanctions. Si on avait les moyens, les ressources humaines, techniques, d'accompagner véritablement les acteurs publics dans cette politique. Aux États-Unis, l'agence de l'Open Data, elle a 4000 personnes. Elle a 4000 agents publics dédiés à ce travail. En France, on a CADA pour la partie précontentieuse et on a Etalab pour la partie start-up d'État, travail sur des projets, etc. Et c'est tout. Donc, on voit bien que ça pose la question des moyens et des ressources, même si ce texte va permettre de systématiser le travail sur l'open data, on n'est pas encore au niveau des sanctions. La gratuité, vous insistez sur la nécessité de la généraliser, oui. C'est pas toujours facile à faire comprendre, notamment aux EPIC et aux SPIC, aux administrateurs, qui ont un modèle de commercialisation de leurs données et qui, dans un contexte budgétaire difficile, donc on réduit leur budget. Ils me disent, mais non, c'est notre seule source de revenus, de recettes, elle est là. Et donc, si on veut qu'ils continuent à exercer leur mission de service public, on leur coupe les vivres, c'est compliqué. Et aussi, moi je vois poindre un débat un peu contentieux dans le cadre du débat parlementaire qui va être de dire, de façon peut-être un peu démagogue, un peu populiste, mais de dire quand même, on ouvre les données publiques produites par les administrations françaises et on va les donner gratuitement à des acteurs économiques étrangers qui pourront les exploiter à des fins commerciales. Cet argument, je le vois pointer et il va venir, et c'est en ces termes très certainement que se posera le débat sur la gratuité. Et il faut donc convaincre, faire beaucoup de pédagogie sur en quoi la circulation des données publiques, c'est non seulement une garantie de transparence de l'action publique, de la vie des citoyennes, mais c'est aussi un facteur d'innovation et de croissance économique. En quoi le fait de faire circuler ces données, ça va être un potentiel à exploiter pour des entreprises, des PME innovantes, etc., un peu partout en France. Mais c'est compliqué à expliquer. Il faut avoir bien conscience de... Et du coup, ce que vous proposez sur la promotion des licences de partage, ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas si on peut l'écrire dans la loi. Je ne suis pas certaine que ça soit du niveau législatif. Mais pour moi, c'est un peu la solution entre le tout gratuit et le tout payant. Au-delà des modèles freemium, moi, je trouve que c'est l'option la plus intéressante à ce stade. Anonymisation, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, lorsque la CADA se réunit, la Commission d'accès aux documents administratifs, elle se réunit une fois par mois pour son assemblée générale. Elle traite à peu près 300 dossiers qui sont des demandes individuelles d'accès à des documents administratifs. Sur ces 300 dossiers, il y en a 150 sur lesquels la moitié de la discussion de l'Assemblée générale porte sur l'anonymisation. Sur est-ce qu'il faut anonymiser cette ligne-là, et oui, mais regardez, ce document, il est devenu tout noir tellement on a dû tout anonymiser, maintenant on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est vraiment un document public ou exploitable Et donc, d'où l'idée, et alors là j'ai vu les critiques et je les entends, d'où l'idée d'opérer un rapprochement entre la CADA et la CNIL. On n'est plus en 1978 où c'était essentiel d'avoir deux textes. Un texte sur la transparence de l'accès à la vie administrative, à l'action publique, alors qu'il y avait des dictatures en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Afrique, et il fallait absolument affirmer ça.
et un texte sur les données personnelles où les premiers scandales de fuite de données informatiques étaient apparus et où c'était une problématique en émergence. Et aujourd'hui, les zones d'adhérence entre données perso et données publiques sont très très fortes et il faut choisir. Et donc la logique d'efficacité veut que l'articulation entre ces deux fonctions, qui peuvent apparaître contradictoires, libération d'un côté, respect de la vie privée de l'autre, que ça poursuive une politique de la data qui soit à la fois d'ouverture des données publiques et de protection de la vie privée. Et pour moi, c'est absolument pas incompatible, c'est au contraire une manière d'affirmer le rôle de l'open data au sein de l'appareil de l'État, de renforcer la CADA et de faire évoluer le rôle de la CNIL. Donc j'essaie d'expliquer. Et alors, ces réflexions, elles se sont posées après l'écriture du texte, parce qu'on s'est dit, ça y est, on pose le socle législatif, on met les briques, on met les principes, mais derrière, qui va opérer tout cela? Et quand on regarde nos institutions, elles ne sont pas adaptées à cette nouvelle politique de la data, et donc c'est par la suite qu'on se dit, est-ce qu'il ne va pas falloir... la réflexion est vraiment en cours. Accès de l'INSEE aux bases de données, tout à fait d'accord sur les études publiques de faisabilité. Là aussi, dans la loi, il faudra peut-être renforcer le rôle qui est donné à ces études qui doivent mentionner les avantages de l'accès. Préciser que ce n'est pas un accès direct de l'INSEE aux bases de données, mais c'est bien une transmission par les entreprises à l'INSEE. Ça, Alexandre, mon directeur adjoint de cabinet. J'étais content de dire l'INSEE en fait, parce que c'est le qui est pratique aujourd'hui. De quelle nature est le besoin précisément? Il ne faut pas non plus. Non, absolument. Le texte tel qu'il est rédigé là, il peut faire peur dans le sens où ça donne l'impression que l'INSEE va plonger la main dans les bases de données. C'est pas tout l'idée. L'idée, c'est de construire une démarche, collaborative. Et une fois qu'on s'est convaincu que c'est faisable, que effectivement cette transmission puisse se faire sous la forme de l'accès, disons, à l'information stockée dans les bases de données fournies par les entreprises. Fournies par les entreprises. Oui, voilà. Mais il faudrait peut-être effectivement le préciser dans le texte. Oui, l'idée, en gros, c'est pour élaborer l'indice des prix chaque mois, plutôt que d'envoyer des agents de l'INSEE, de la DGCCRF qui vont dans les supermarchés noter le prix du lait et du fromage, et bien ça soit beaucoup plus automatisé, systématisé, qu'on puisse vraiment faire du big data et des statistiques prévisibles à partir des informations. Donc il faudrait, à mon sens, préciser l'entreprise fournie. Que les coûts soient pris en charge par la puissance publique. Dans le texte actuel, si c'est pas mentionné, c'est que c'est pas le cas. Et je vois mal comment, dans son travail de statistique publique, l'INSEE peut aller prendre en charge les coûts informatiques d'une transmission de données qui existent déjà et qui sont déjà possédées par les acteurs économiques. Ça me paraît très compliqué de le formaliser ainsi, sachant qu'il faudra sans doute que dans l'étude d'impact, on puisse avoir un chiffrage des coûts qui soient plus précis. L'idée, Madame la Ministre, c'est de dire que comme on vise un mécanisme qui est plus efficace à la fois pour les entreprises qui vont fournir l'information et pour la statistique publique, c'est de savoir si la mise en place du tuyau, d'une certaine façon, qui permet de faire arriver les données à l'INSEE, on peut imaginer que le système statistique public, que ça ne constitue pas un coût supplémentaire pour l'entreprise. Et donc, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un coût très très fort. On n'est pas en train de dire que l'INSEE subventionnerait les entreprises pour structurer leur base de données. C'est pas du tout ça. Que ça ne concerne que les personnes morales, ça me paraît important. Est-ce qu'il faut préciser que c'est sous le respect de la loi CNIL? De toute façon, c'est sous le respect de la loi CNIL. Mais ce qui est étonnant, que ce soit les paiements via les opérateurs ou l'accès de l'INSEE, ce sont quand même les deux dispositions qui soulèvent le plus de craintes. Et les craintes soulevées, c'est par rapport à la confidentialité des données personnelles. Et ça, il faut l'entendre quand on est responsable public.
C'est plus encore que ce que j'estimais. Mais dans les classements, dans les réunions publiques et tout ça, je vois et j'entends cette crainte. C'est une crainte très réelle exprimée par nos concitoyens. Et là, c'est sur ces deux articles-là que ça s'exprime le plus. Donc effectivement, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur le fait de rassurer, d'expliquer les fins, etc. Et c'est sans doute dans l'étude que vous avez fait. Il faut accélérer Open Access. Vous avez bien vu tous les sujet. Je suis très tentée à l'idée d'inscrire spécifiquement les données de la recherche scientifique comme appartenant à un domaine commun informationnel, c'est-à-dire si on ne sait pas quoi mettre dans le domaine commun, en tout cas on a cette catégorie, on est certain que ça y appartient. Encore faut-il que le domaine commun soit maintenu dans la loi. Le TDM, option anglaise, vous savez que c'est que ça a été envisagé initialement, ça a été écarté. Ce qui est certain, c'est que vu la mobilisation des chercheurs sur ce sujet, il faudra de toute façon que le gouvernement se prononce. Ça sera à l'occasion de ce texte ou à l'occasion des négociations sur la directive européenne sur les droits d'auteur. Mais il y a un moment où un arbitrage devra être rendu. Sur les délais d'embargo passés de 12 à 24 à 6 à 12, je crois que là aussi ça avait été arbitré. Maintenant la mobilisation est telle que la question va être posée, forcément la question va être posée, peut-être sous l'éclairage d'arguments nouveaux qui ont été entendus et écrits lors de la consultation publique, ce qui n'était pas le cas la première fois. Je note l'idée que dans le dépôt, il faut que ça soit au sein d'archives ouvertes et pérennes. Nous avons les outils, les instruments aujourd'hui. Peut-être faudrait-il l'écrire expressément. S'appliquer au contrat en cours, ça risque d'être très compliqué. Très compliqué. Après qu'on appelle à une renégociation des contrats en cours ou qu'on crée qu'on invente une formulation juridique qui pourrait ouvrir la voie ou en tout cas donner plus de droits aux revendications des chercheurs sur ce sujet, il faut y travailler. Il y a peut-être un niveau intermédiaire entre invalider tous les contrats en cours et s'assurer de leur pérennité pendant encore des décennies. Et puis les communs, vous aurez compris à quel point j'y tiens. Sur la portabilité et la récupération, je ne suis pas certaine que le coût d'adaptation du texte soit une barrière à l'entrée pour les petits. Au contraire, ce qu'on vise, c'est une concurrence plus ouverte et c'est de faire tomber les barrières à l'entrée pour les petites entreprises, pour les startups qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à entrer dans des systèmes fermés très dominants et qui imposent leurs propres standards techniques. Et donc l'idée, c'est au contraire, à l'inverse, la portabilité devrait être une manière de fluidifier la concurrence. Préciser que c'est un droit à la portabilité, ça me plaît beaucoup comme idée. On va aller pouvoir expertiser juridiquement. Augmenter le délai pour le bénéfice de l'adresse. Là, je crois que les acteurs économiques concernés ne seront pas contents, mais je suis plutôt aussi favorable, en tout cas il faut l'expertiser. Vous avez très bien compris les enjeux sur finalement quel type de data, quand vous dites est-ce qu'une playlist musicale c'est un fichier personnel à partir du moment où il y a une valeur ajoutée commerciale par l'entreprise qui a poussé des préférences qui ont été finalement adoptées par... En même temps, de se dire que ça faisait partie du service commercial offert à l'utilisateur auquel il a souscrit, que ça soit gratuitement ou pas, et que donc c'est ça aussi qui est récupéré, puisque sans la donnée brute qui était l'info perso, c'était pas possible. Mais j'entends beaucoup le message il faut affiner le périmètre du deuxième article concernant la portabilité, ça c'est très bien noté. Loyauté des plateformes, qui est l'autorité administrative? Question de moyens, question de ressources. Si on pouvait la créer ex nihilo, vous avez tout à fait compris, c'est pas que de la conso, c'est pas que des libertés publiques, c'est pas que de la concurrence,
Et il faut pouvoir créer un organe qui arrive à couvrir tout ça. Il n'existe pas aujourd'hui et les finances publiques sont telles que c'est très difficile de le créer ex nihilo. Maintenant, c'est le plus recherché. J'aime beaucoup l'idée sous l'égide d'un organe collégial et le fait que les participants cités sortent du cercle des experts administratifs habituellement sollicités. Le paiement sur facture des opérateurs, je note le changement de titre. Je pense que c'est effectivement beaucoup plus précis juridiquement. Faire de la pédagogie sur la sécurité, c'est certain, parce que je suis encore une fois étonnée des réactions dans le cadre de la consultation sur cet article. Élargir le cercle des bénéficiaires, c'est à regarder. En tout cas, affiner la définition des organisations caritatives parce qu'effectivement, c'est juridiquement insatisfaisant. Voilà, vous avez fait un travail très pointilleux, très constructif. Merci parce que vraiment, ça permet d'avancer. Le but, c'est de pointer les priorités dans le travail. On a très peu de jours pour avancer, donc maintenant, on a cette base-là pour savoir où avancer en priorité. C'est vraiment très précieux.